Merci beaucoup, Père Chatov, pour avoir accueilli cette conférence, aussi cette présentation de livres. Je remercie aussi vivement les presses, même si Madame Côté ne pouvait pas être ici. Ils ont fait un excellent travail. Vraiment, l'Université Laval peut être très fière de cette maison d'édition. Je remercie beaucoup mon maître et mon ami Thomas de Coninck pour avoir accepté avec Luc Langlois le livre dans la collection Kairos. Et ceux et celles qui peut-être vont se pencher sur ce livre peuvent voir que mes réflexions doivent beaucoup à l'influence si bénéfique de Thomas de Coninck, surtout à son souci du concret. Le concret qui est l'existence, la vie humaine et les questions aussi, d'une certaine manière, les questions médiques. Je rends hommage aussi au traducteur Pierre Lambert, qui n'est pas ici apparemment, qui a fait un travail remarquable. Pierre Lambert, vraiment, c'est un traducteur hors pair, mais aussi c'est un auteur qui a publié un certain nombre de livres. Alors, avant de partir, je voudrais dire que si vous voulez, vous pouvez prendre un café, partir, revenir, mais surtout pour les anciens joueurs de water polo qui sont ici avec nous, il y aura un examen à la fin de la conférence, un examen écrit. Donc, partez pas pour loin. Alors, il y a un thème qui traverse le livre et qui certainement touche le sujet central sur lequel je voudrais disserter maintenant, c'est vraiment le temps. Selon Vladimir Yankelevitch, le temps, c'est l'objet par excellence de la philosophie. Je dirais que c'est l'un des objets par excellence de la philosophie. Comment vivons-nous le temps? C'est une question qui a retenu mon attention depuis trop longtemps. Et Yankelevitch a raison de dire que lorsque nous parlons du temps, nous toujours parlons d'autre chose, de l'attente, du regret, de l'espérance, mais aussi de la décision. Et dans cette causerie, j'aimerais aborder la question de la décision et de montrer que la solitude est un élément central de cet acte humain. Et j'ose croire que vous êtes sans doute d'accord avec moi que les deux, la décision et la solitude, sont des thèmes très pertinents aujourd'hui, très actuels. En cette période de pandémie, de confinement, nous faisons l'expérience de l'absence de mobilité, d'échange, de contact physique, et aussi certains d'entre nous, et aussi nos politiciens, doivent prendre des décisions. Alors, la solitude, c'est la thèse, c'est que la solitude est un élément central de la décision. On aime dire que notre vie est une série de problèmes que nous sommes appelés à élucider. Je dirais plutôt que c'est une série de décisions que nous devons prendre et qui tracent le chemin de notre vie. Et on peut dire que notre vie est marquée, par conséquent, par des périodes de solitude, parfois brèves, parfois plus longues. Sur le chemin de notre vie, vous savez très bien, il y a des fourches, il y a des bifurcations qui nous forcent à prendre des décisions. Nous pouvons aller soit à droite, soit à gauche, mais nous ne pouvons pas aller en même temps à droite et à gauche. J'aimerais donner un exemple, et je pense ici, encore une fois, à mes anciens coéquipiers, et aussi à mes anciens joueurs de water polo, parce que je prends cet exemple du monde du sport. Évidemment, un exemple, c'est toujours à ses limites. Je crois que c'est Hegel qui disait que la vérité ne peut s'exprimer en une seule phrase. Alors, la vérité ne peut s'exprimer en un seul exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez un film qui a connu beaucoup de succès dans les années 80, Les Chariots du Feu, Chariots of Fire, qui a gagné un prix d'Oscar aussi. Dans ce film, Eric Liddell, un Écossais, un pasteur et aussi un excellent coureur, apprend que les préliminaires de sa course de 100 mètres aurait lieu un dimanche, alors qu'il s'apprête à embarquer dans le bateau qui le mène à Calais et ensuite à Paris. Et on voit dans le film qu'il est fortement perturbé en s'éloignant des autres, de ses camarades, et en s'appuyant seul sur la balustrade du bateau. Il est soumis ensuite à une forte pression
venant des dirigeants de l'équipe au nom du patriotisme qu'il doit courir le dimanche. Alors, il prend la décision de ne pas courir le dimanche, jour de sabbat, dans l'épreuve de 100 mètres. Donc, cette décision tranche entre sa conviction religieuse et son ardent désir de gagner. Il ne faut pas oublier depuis des années qu'il s'est entraîné. Alors, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le dépassement de la solitude. C'est que plus tard, le jour de la semaine, bien sûr, il participe à l'épreuve de 400 mètres. Et avant le course, un coureur américain, si vous vous rappelez, Jackson Scholz, lui remet un billet sur lequel leader peut lire avant de prendre le départ. In the old books it says, "He that honors me, I will honor. Wishing you the best of success always." Alors, c'est une référence au livre de Samuel. Et leader est profondément ému et voit que la valeur de sa décision est reconnue par un athlète appartenant à une équipe adverse. Donc, dans cet exemple, il y a certainement la solitude avant la prise de décision finale et aussi la reconnaissance vient de notre athlète. Alors, qu'est-ce que la décision? Que se passe-t-il lorsque je décide de poursuivre mes études en musique, plutôt qu'en psychologie ou bien en médecine? La décision nous met en présence des possibilités. Nous saisissons l'une et nous écartons l'autre, ou bien les autres possibilités. Je saisis la possibilité d'étudier dans un domaine et j'écarte la possibilité d'étudier dans un autre domaine que je chéris aussi, que j'aime bien. Donc, dans une situation de décision, je suis en présence de deux possibilités et je dois en éliminer une. Je dirais que la décision est l'acte de saisie d'une possibilité au détriment d'une autre. J'aime bien le verbe saisir parce que les possibilités s'approchent vers nous dans le temps et font de la sorte que ça devienne, avec ma décision, une réalité actuelle, concrète. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas appelés à prendre une décision par rapport à n'importe quelle décision. Et juste, j'ouvrirai une parenthèse. Comment vivons-nous le temps? Le temps que nous ne représentons pas, nous ne pensons pas au passé, au présent et au futur, mais nous vivons le temps. Le temps tel que nous vivons, c'est une corrélation réciproque entre les possibilités qui s'avancent vers nous, les actualisations de ces possibilités et les réalisations que nous laissons derrière nous. Donc, je dirais que c'est une corrélation de réciprocité, car l'une des trois exerce toujours une influence sur les deux autres. L'une fait naître les autres. Il y a une variation constante de ces trois éléments constitutifs de notre vie temporelle. Évidemment, lorsque je prends une possibilité, ça devient une actualité et l'actualité, je laisse derrière moi, ça devient une réalisation. Mais aussi, dans l'autre direction, il y a une influence aussi parce que mes réalisations, évidemment, influencent les possibilités, font naître les possibilités. Donc, il y a une variation constante, il y a une influence réciproque entre ces trois éléments. La plupart du temps, nous actualisons une possibilité selon nos habitudes, nos coutumes, les codes de conduite, les mœurs, les règles, les lois. Je ne décide pas de faire un arrêt avec ma voiture lorsque je vois que la lumière est rouge. Si je me lève à 7 heures, ce n'est pas une décision. Et si j'ai telle ou telle sorte de nourriture, ce n'est pas une décision. Et lorsque les facteurs d'orientation sont présents, ce que je viens de mentionner, ou les facteurs d'orientation d'agir, n'est-ce pas? Ces facteurs enlèvent l'obligation de prendre une décision. Alors, nous prenons vraiment une décision parce que tous ces éléments que je viens de mentionner, tous ces facteurs d'orientation et d'agir ne nous indiquent pas clairement qu'une possibilité devrait être saisie plutôt qu'une autre. Dans une situation de décision, les normes, les règles, les mœurs, les lois, les lignes directrices abstraites qui définissent naturellement
notre agir, les caractéristiques de notre agir ne s'appliquent pas. Il y a une rupture qui se produit dans notre devenir personnel et cette rupture fait naître une situation tout à fait exceptionnelle. Nous ne pouvons simplement agir comme nous avons l'habitude de le faire. Si vous voulez, nous sommes placés hors du connu et hors de l'habitude. Alors, lorsque nous devons prendre une décision, nous ne voyons pas toujours clairement que telle possibilité sera la bonne ou une telle autre. Nos décisions, au fond, ne sont pas calculables avec certitude. Les connaissances acquises, les leçons tirées des expériences passées ne nous fournissent pas une indication claire et non équivoque. Donc, nous sommes incapables de nous appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose qui puisse nous faire ressortir les conséquences possibles de notre action. Donc, nous nous trouvons dans une situation d'incertitude. Nous avons certes des raisons, nous avons des motifs, mais ces raisons, ces motifs ne sont pas assez convaincants pour dessiner ce qui nous attend. Nous manquons une vision rassurante pour trancher en faveur de telle ou telle possibilité. Pour citer le mot d'un philosophe allemand, nous devons sauter par-dessus du fossé de l'incertitude. Nous ne savons pas comment nous allons nous atterrir. Donc, contrairement à des choix habituels que nous faisons, dans la situation de décision, nous manquons d'indications précises en ce qui concerne les conséquences de notre acte. Il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est l'urgence. Normalement, il y a un point de limite dans le futur, dans l'avenir. Au-delà de ce point, soit les possibilités se réalisent par elles-mêmes, ou bien disparaissent. C'est par exemple le grand philosophe Kant qui a tant attendu pour épouser une dame. Enfin, après quelques mois, cette dame disait non, j'attends plus, donc la possibilité a disparu. Alors, la présence de ce point limite, point de non-retour, est aussi un élément central de la situation de décision. J'arrive maintenant à la solitude. La décision nous apparaît comme une expérience nouvelle, inhabituelle, souvent difficile et même angoissante, parce que nous sommes confrontés à l'obligation inévitable de nous remettre à nos ressources personnelles. Nous sortons d'un cadre marqué par les règles, les traditions, les conventions, et pour ainsi dire, nous sommes ramenés à nous-mêmes. C'est certain que je vais en venir, consultons nos amis, nos parents aussi, mais dans la situation de décision, c'est vraiment le fait de trancher, d'aller vers la gauche ou bien la droite, saisir une possibilité plutôt qu'une autre, c'est vraiment notre tâche. Et personne ne peut se mettre à notre place pour indiquer avec certitude quelles possibilités nous avons actualisées. Nous sommes coupés de la routine et aussi nous sommes coupés d'autrui. Nous nous retrouvons, comme je viens de dire, dans un état de solitude. Lorsqu'un jeune étudiant reçoit 2 offres d'admission de valeur égale, l'obligation de décider pèse sur lui ou sur elle comme un poids. Il y a un autre élément qui est en ligne de compte. Là, j'aimerais donner aussi 2 exemples. Un premier exemple, c'est que je reçois l'appel d'un ami qui se trouve en difficulté, en détresse, dans cette période difficile que nous traversons, avant l'imposition de confinement, et je dois prendre la décision, rester à la maison ou bien visiter une amie en détresse en prenant l'avion et en m'exposant au fait de contracter le virus. Alors, dans ce cas-là, nous devons choisir en 2 valeurs et 2 biens que je considère comme les choses bonnes, la santé et le bien-être de l'ami. C'est la même chose qui se produit presque d'une façon quotidienne dans les universités ou dans certains lieux d'enseignement. Est-ce que nous devrions nous opter pour le téléenseignement
qui est un bien, ou bien l'enseignement en présentiel, qui est aussi un bien. Alors, les directeurs des écoles, des universités, des doyens, etc., doivent prendre une décision entre deux biens. Donc, la décision porte souvent sur deux possibilités dont la réalisation est vue comme une bonne chose pour la personne. La décision est en général confrontée à deux biens, deux valeurs. Lorsque je dois décider entre un bien et un mal, c'est quand même assez facile, convenez. Mais lorsque je suis confronté à deux biens, c'est quelque chose de difficile. Si on peut songer à des gens, moi aussi j'étais dans cette situation, qui décident d'immigrer. Le dilemme de nombreuses personnes aujourd'hui qui vivent dans une situation de pauvreté ou bien un manque d'emploi ou bien vivent sous un régime répressif, rester ou partir. Le rester quand même reste un bien puisqu'ils se retrouvent dans une vie familiale, ils connaissent, ils sont avec leurs parents, ils sont avec leurs amis. Partir aussi est un bien puisqu'ils peuvent construire une meilleure situation de vie, d'emploi, une liberté de parole. Alors, comme je viens de dire, la décision est une tâche pénible, puisque nous nous retrouvons seuls, nous sommes devant un avenir incertain, nous sentons l'urgence de prendre une décision, nous sommes en face de deux biens qui s'excluent, puisque je ne peux pas retenir les deux à la fois. Et l'incertitude au sujet des conséquences et la confrontation de biens font que, évidemment, nous cherchons des conseils chez les personnes qui se trouvent dans notre entourage. Nous cherchons aussi des réponses dans les livres, chez les conseillers professionnels. Et pourquoi faisons-nous ainsi? Parce que, comme je viens de dire, nous ne pouvons pas prévoir les conséquences et aussi nous ne sommes pas sûrs de nos motifs. Et aussi, nous n'avons pas confiance en notre jugement. Quelle est la direction véritable qu'il faut prendre? Nous avons pris l'habitude de suivre ce que nous prescrit tel milieu social. Nous avons pris l'habitude de suivre certaines directives institutionnelles, etc. Alors, nous ne sommes pas vraiment habitués à faire face à nous-mêmes, être seuls face à face avec nous-mêmes. Et en parenthèse, je crois que c'est ça aussi le problème de beaucoup de jeunes qui sont constamment exposés à des stimuli de toutes sortes, qui sont incapables de se retrouver devant eux-mêmes, tout seuls, pour vraiment entrevoir ce qu'ils doivent réaliser, entreprendre dans leur. William Barrett, c'est un auteur américain qui il y a déjà quelque temps, qui a publié un livre, Death of the Soul. Il montre comment l'être humain ordinaire américain est bombardé constamment par les pamphlets, des émissions de télévision, des livres, pour développer une autre personnalité. How to become a leader, how to become stronger, how to become, etc., how to speak well. Alors, ces pressions créent une tension entre ce qu'ils souhaitent être sous une pression et ce qu'ils sont vraiment en réalité. Toutefois, la vie présente des occasions qui les forcent à retourner à ce qu'ils sont vraiment en réalité et faire face seuls aux défis qui se présentent dans leur vie. Ils sont incertains, vacillants, et ils sont souvent dépourvus de la force nécessaire pour composer avec ces difficultés qui viennent avec la décision. Ils peuvent déployer de diverses stratégies pour esquiver la décision par retardement ou par le simple refus. Et un philosophe qui a bien perçu ces différentes tentatives d'évasion et aussi a souligné la difficulté de porter le poids de la solitude, de l'incertitude, c'était bien le philosophe danois Søren Kierkegaard. C'est un géant de la philosophie qui était pourvu d'une grande sensibilité psychologique et aussi qui a produit un très grand nombre d'ouvrages au cours de sa vie relativement courte. Alors, dans son chef-d'œuvre, qui s'intitule Crainte et tremblement, qui déjà est très suggestif, le philosophe danois Søren Kierkegaard a fait ressortir la gravité et la portée de l'acte de décision.
Et dans l'exemple d'Abraham qui est appelé à sacrifier ce qui est le plus cher pour lui, Isaac, son fils. Alors, fidélité à Dieu et fidélité à son fils. Bien. Mais au fond, dans cette œuvre, et il le signale aussi par ailleurs, il pense à un dilemme plus près de lui et aussi plus près de nous. Épouser ou abandonner sa fiancée Régine. Alors, finalement, il a abandonné, il a pris la décision qui était extrêmement difficile pour lui. Il cessait de revenir sur cette décision, mais qui lui présentait vraiment cette situation de décision de bien se dévouer vraiment à un travail intellectuel ou une vie confortable à côté du régime. Alors, il a bien montré dans une telle situation que l'individu se trouve devant deux biens et la décision implique inévitablement une renonciation, une perte. Et chaque décision implique aussi un risque, si minime que ce risque soit. La conscience du risque est une relation à une incertitude touchant l'issue de la décision. Une relation à une incertitude touche l'issue de la décision. L'individu peut faire l'expérience d'issue décevante, comme vous savez. Et troisièmement, la décision est prise sans un appui extérieur, sans un conseil, sans un code d'éthique entériné par un milieu social. Est-ce que, aussi par cet exemple et dans cette œuvre, Kierkegaard veut montrer qu'il y a des situations dans la vie dans lesquelles l'individu concret, voici, et son option ont plus de valeur que les règles éthiques abstraites. N'est-ce pas? Et si on se met à réfléchir sur cette thèse, on peut aussi se poser la question, dans certaines situations, faut-il toujours dire la vérité? Une règle éthique dit que nous devons toujours dire la vérité et ne pas mentir. Il y a des situations où, dans la vie, dans lesquelles l'individu concret se retrouve, où, effectivement, cacher la vérité, ne pas dire le contraire de la vérité, quelque chose qui est choisi par l'individu. Donc, lorsque l'individu se trouve devant l'obligation de décider, et je cite, il sait combien il est terrible d'être né solitaire, hors du général, donc la société, ses conventions, et de marcher sans rencontrer un seul compagnon de route. Il ne peut demander à personne de l'éclairer. Je pense que Kierkegaard est très actuel de nos jours. Chacun de nous a connu un tel moment dans sa vie, j'en suis sûr. La confrontation à deux possibilités alléchantes, l'absence d'indication de motifs clairs et l'incertitude quant aux conséquences de l'actualisation d'une possibilité plutôt que l'autre. On peut prendre des exemples, domaine d'études, mariage, emploi, domicile, résistance ou soumission à une idéologie, un régime politique, etc. Le message central de Kierkegaard, c'est que nous devons revenir à nous-mêmes. Laissons de côté les influences extérieures et affirmons notre individualité par et dans l'acte de la décision. Et bien sûr que c'est une expérience pénible et difficile. Les réflexions de Kierkegaard soulignent aussi l'aspect positif de la solitude dans la prise de décision. La décision prise toute seule entraîne aussi le sentiment de pouvoir. Au moment de prendre ma décision, je me définis comme quelqu'un qui possède son propre pouvoir d'adopter une attitude décisive et de retenir ou de rejeter des possibilités sans l'approbation rassurante et protectrice de ce que j'ai appelé des facteurs d'orientation et d'agir. Je peux le faire. Je peux décider moi-même sans nécessairement que je reçois ou je m'appuie sur des facteurs que je dois signaler, les règles, la tradition, etc. Et plus je prends de décisions, ainsi, plus je suis capable de me fier à mes propres forces et de résister aux influences extérieures et de faire face avec confiance aux résultats de mes actions. En passant, le but de l'éducation, ça devrait être vraiment inciter
nos jeunes à prendre des décisions et ainsi devenir plus forts? Est-ce qu'ils sont capables? Ça, c'est une autre question. Alors, le dernier point sur lequel je veux me pencher, ça va jusqu'ici, j'espère que vous êtes en mesure de me suivre. Oui. Euh, donc, le dépassement de la solitude. La décision, donc, est une tâche qui m'incombe. Elle me met en contact avec moi-même et ce rapport à soi-même est une expérience positive et reste un élément central de la décision. Par ailleurs, la langue française indique bien, je me décide. Je vais dire en hongrois, puisqu'il y a des hongrois ici aussi. Elhatározom magam. C'est un rapport à soi-même. I make up my mind. Ich entscheide mich. Toujours le rapport à soi-même. J'ai conscience d'être auteur de mon action et d'être responsable de ses conséquences. Être responsable. Je prends le concept de responsabilité au sens d'être auteur, cause des actes et des attitudes. Être responsable, c'est aussi assumer pleinement les conséquences d'une décision, d'un comportement. Donc, ma responsabilité implique aussi la présence explicite ou implicite d'autrui. Parce que si quelqu'un nous interroge au sujet de nos décisions, de nos motifs et aussi de nos conséquences, pourquoi tu as choisi ainsi? Qu'est-ce que tu attends de ta décision? Nous répondons à cet individu, oui, j'ai décidé, c'est moi l'auteur de telle et telle décision et j'assume les conséquences, les effets de cette décision. Donc, responsabilité implique non pas la solitude, mais être devant quelqu'un, devant quelque chose, une institution, parfois un tribunal, et se reconnaître comme un être en mesure de répondre, de rendre compte de ses propres décisions. Nous pouvons aussi fournir la réponse à nous-mêmes lorsque nous amorçons une conversation avec nous-mêmes. Donc, si dans la décision, nous vivons le fardeau de la solitude, dans la responsabilité, qui est la deuxième étape, en revanche, l'accent se trouve déplacé que c'est par autrui que nous sommes tenus responsables. Pour cette raison, le philosophe juif Martin Buber avance l'expression suivante, responsabilité dialogique ou responsabilité conversationnelle. Nous vivons notre responsabilité sur le plan interpersonnel. Nous sommes devant une autre personne à qui nous répondons, oui, j'ai décidé de ne pas signer une telle lettre de dénonciation et je vis avec les conséquences de ma décision. Oui, j'ai accepté un emploi qui si vous voulez, entraîne des incertitudes dans une ville différente et je vis avec les conséquences de cette décision. Paul Ricoeur dit, avant cette phrase, être responsable, c'est être capable de rendre compte à vous qui vous en demande. Être responsable, c'est être capable de rendre des comptes à qui vous en demande. Grâce à notre réponse, il peut compter sur nous, cet individu, en tant qu'être assumant la responsabilité de ses décisions. Donc, celui ou celle qui accepte les conséquences de cette décision, qu'elle soit positive ou négative, c'est une personne qui affiche vraiment sa responsabilité. Et dans une relation humaine, la perception d'une telle responsabilité peut être considérée, et nous avons vu avec le premier exemple, peut être considérée comme une source de reconnaissance, d'admiration et aussi d'encouragement. Mais l'inverse est aussi vrai. Nous avançons parfois une avis négatif au sujet de la personne qui ne prend pas sa responsabilité, qui fuit et n'assume pas les conséquences de sa décision. Donc, la responsabilité assumée aussi nous met dans une relation interpersonnelle, puisque elle peut être une source d'inspiration pour les autres. L'exemple admiré peut inciter autrui aussi à prendre courageusement des décisions, accepter la solitude, faire face aux incertitudes et en assumer la responsabilité.
L'autre nous tient en estime parce que cette autre personne constate l'affirmation de notre individualité solide, et aussi cette autre personne peut compter sur nous et sait que nous pouvons manifester une constance, une loyauté. Il nous reconnaît comme une personne fiable sur laquelle elle peut compter. La loyauté, et j'achève avec cette notion, c'est intéressant, la loyauté aussi se situe dans le temps, puisque la loyauté est un pont que nous construisons entre trois dimensions temporelles, le passé, le présent et le futur. Ce pont, si vous voulez, cette constance, cette solidité, apporte des assurances et accorde des points d'ancrage, aussi des appartenances. Elle fait entrevoir la loyauté chez l'individu, une honnêteté, respect des ententes, des promesses, des obligations. Donc, comme je viens de dire, la loyauté issue de la décision nous accorde des points fixes dans notre vie. Hein? Des points fixes peuvent être des amis, des époux, des épouses, famille, lieu de travail, religion, un pays d'accueil, moi, par exemple, et qui nous permet de nous appartenir. Donc, le sens d'appartenance, si vous voulez, découle de cette expérience de la loyauté, le sense of belonging. Et je pense que dans notre temps, nous avons besoin de valoriser cette loyauté qui est définitivement une conséquence, un résultat de la prise de responsabilité. Simone Weil, une philosophe française, a publié un excellent ouvrage qui s'intitule L'enracinement, et j'achève avec cette citation. Elle considère la responsabilité comme un besoin vital de l'âme humaine, c'est-à-dire responsabilité, elle définit comme une capacité de prendre une initiative, c'est-à-dire décider, et en prendre la responsabilité. Alors elle écrit la satisfaction de ce besoin de la responsabilité, exige qu'un homme, un être humain, ait à prendre souvent des décisions dans des problèmes grands et petits, affectant des intérêts étrangers aussi impropres, mais envers lesquels il se sent engagé. Alors voilà les réflexions que je voulais vous livrer en montrant la décision implique l'expérience de la solitude, mais qui entraîne aussi une prise de responsabilité qui est une expérience interpersonnelle, qui est une occasion aussi du dépassement de la solitude. Voilà.